80% des personnes qui investissent sur Google Ads passent à côté d'énormes opportunités et elles voient des plafonds là où d'autres voient juste un tremplin. Pourquoi? Parce qu'elles voient encore Google Ads comme c'était il y a plus de 10 ans alors que l'écosystème de Google a bien changé et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire partie de ces 20% de personnes qui arrivent à vraiment bien utiliser Google Ads et je parle pas juste de réglages obscurs dans la console, je parle d'éléments qui permettent vraiment d'aller chercher de la croissance et surtout une croissance qui ne connaît entre guillemets pas de plafond. Donc déjà le premier problème c'est de continuer à voir Google Ads comme un moteur de recherche. Google aujourd'hui c'est pas juste un moteur de recherche, ça fait des années qu'ils se sont diversifiés et s'ils ont renommé Google AdWords à l'époque en Google Ads, c'est pas pour rien. Google AdWords à l'époque effectivement il y avait énormément de mots-clés, le mot-clé avait toute sa place dans l'écosystème Google évidemment, mais aujourd'hui il y a beaucoup plus que ça et c'est une erreur que de croire que tout tourne encore autour de ces requêtes que vont faire les utilisateurs pour arriver jusqu'à votre site web. Le problème de ça c'est que ça cantonne vos campagnes Google à un échantillon limité de personnes que vous allez pouvoir atteindre et surtout c'est le marché qui va décider si vous pouvez vous afficher à 1, 1000 ou 10 millions de personnes. Par exemple, si vous vendez des matelas, il y a un certain nombre limité de personnes dans le pays qui vont taper une recherche liée au matelas sur le moteur de recherche, alors que peut-être qu'il y a beaucoup plus de personnes, par exemple, qui dorment mal. Si on compare ça avec la publicité Meta, donc la publicité sur Facebook et Instagram notamment, Meta, ce qu'il va faire, c'est aller chercher des personnes qui vont être sensibles à une offre liée, par exemple, à tout ce qui tourne autour du sommeil, et on est loin du mot-clé de matelas pour bien dormir qu'on va taper sur Google. Donc forcément, le fait d'aller chercher des personnes qui sont en recherche active, donc qui sont, par exemple, sur des comparatif matelas ou quel est le meilleur matelas, etc. Forcément, ça a un meilleur retour sur investissement. On revient à la pyramide des investissements dont je parlais dans une précédente vidéo. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas être sur tout ce qui touche à la génération de la demande. Il y a un type de campagne pour ça, on y reviendra juste après. Mais on va pas préparer le terrain pour sa croissance future. Donc en fait, on subit vraiment le marché. Et c'est pour ça que dès qu'il y a un retournement de marché, donc par exemple une baisse de la demande, ça va être les annonceurs qui vont le sentir passer en premier, si on peut dire. C'est ceux qui misent tout sur cette brique des mots-clés. Et quand je parle de la brique des mots-clés, je parle aussi bien des campagnes de search que des campagnes PMax. Mais avant ça, c'est intéressant de se dire, ok, c'est quoi l'écosystème Google? Donc quand on pense à Google, on pense tout de suite forcément à la partie moteur de recherche, donc les personnes qui vont être en recherche. C'est une loupe, je dessine mal, mais je maîtrise mieux Google plutôt que le dessin. Donc le moteur de recherche, c'est des personnes qui vont être ce qu'on appelle des intentionnistes, ils sont en train de chercher quelque chose, donc c'est tout à fait logique de s'y afficher. Couplé à ça, on va avoir les Product Listing Ads, donc les campagnes shopping qu'on va retrouver avec les petites vignettes produits que tout le monde a déjà vu, avec le prix, les petits arguments, etc., qui sont basés sur le coup sur votre flux produit, c'est important d'y aller. Et là, on va retrouver énormément de diffusion via les campagnes Performance Max, donc les campagnes PMax pour les intimes. Donc ça, on va dire, c'est un peu les habituels de Google. On va avoir ce qui touche au search et à PMax, même si PMax peut aller beaucoup plus loin que juste cette partie-là. Forcément, nous, ce qu'on veut, c'est surtout l'inciter à y aller. On a notamment les PMax Feed Only qui permettent de le faire. J'en parle dans une autre vidéo, pour le coup, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le côté. Mais Google, c'est beaucoup plus que ça. Parce que Google, derrière sa maison mère Alphabet, il y a typiquement, et on n'a pas à chercher très loin, il suffit d'aller voir là où vous regardez cette vidéo, probablement, on va avoir YouTube. YouTube, c'est un des 3 sites les plus visités dans le monde, donc ça a tout à fait sa place dans un mix média d'afficher des annonces sur YouTube. Ça, c'est ce que vous pouvez faire, oui, en partie via PMax, mais très peu. Vous pouvez le faire en partie avec Demand Gen et vous pouvez le faire avec des campagnes YouTube classiques. L'avantage de YouTube, c'est que c'est encore un média qui est sous-exploité par les annonceurs aujourd'hui, alors que la publicité YouTube, les coûts ont tendance à forcément augmenter avec les années, mais ça reste beaucoup moins cher que le search, etc. Et on peut encore y faire, entre guillemets, des bonnes affaires. Le tout, c'est de le mettre dans une stratégie qui est beaucoup plus globale, et pareil, on y revient juste après. Mais à côté de ça, la puissance de Google, elle s'arrête pas là, puisqu'on va avoir aussi tout ce qui va toucher au réseau AdSense. C'est peut-être un nom que vous avez jamais entendu. Si vous êtes dans le e-commerce, probablement que oui, mais c'est tout ce qui va toucher à la régie publicitaire de Google sur les sites web. Donc on va retrouver les affichages de bannières ou de vidéos qui sont hébergés sur des sites tiers. Ça a une très mauvaise réputation. Pourquoi? Parce que le trafic, il est généralement d'une très mauvaise qualité. Le tout, c'est de savoir bien l'utiliser. Pareil, j'y reviens juste après. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de la publicité display, Google a une part de marché d'à peu près 30% dans le monde. Donc pareil, il y a une puissance de diffusion qui est beaucoup plus conséquente que ce que vous pouvez avoir en search. Maintenant, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça peut être très risqué d'aller dessus. Il y a beaucoup d'applications mobiles qui ont un trafic assez pitoyable via le réseau justement AdSense qui diffuse des annonces dessus. On pense tout de suite à des Candy Crush, etc. Et c'est pas anodin que vous vous retrouviez parfois avec des taux de rebond, donc des personnes qui quittent immédiatement le site, qui vont être parfois à 98%. On a déjà vu ça sur des campagnes display. Il y a des moyens de mieux gérer ça, et ça, pour le coup, ça permet d'exploiter toute cette puissance de Google sur le réseau display. Et comme si ça suffisait pas, Google a aussi, tout simplement, vous avez probablement une adresse Gmail. Donc typiquement avec les campagnes Demand Gen, vous allez pouvoir vous afficher dans la boîte mail des
personnes, si c'est du Gmail évidemment, c'est potentiellement une autre corde à ajouter à votre arc. Et en plus de ça, Google a aussi tout simplement Google Maps. Ça peut être assez puissant si vous avez des localisations physiques. On pense tout de suite à des magasins et du coup avec des campagnes avec un objectif de drive to store, donc l'objectif d'inciter les personnes à venir en magasin pour effectuer une action. Donc vous voyez, Google, il a énormément de choses à faire et surtout vous pouvez faire énormément de choses rien qu'avec un compte Google Ads, vous pouvez aller sur l'ensemble de ces réseaux. Donc c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est de se dire, ok, comment ça s'inscrit dans une stratégie globale? Parce que si vous êtes comme la plupart des gens, vous allez vous dire, oui, mais c'est quoi le retour sur investissement publicitaire que je vais avoir en utilisant ces différents leviers? Et donc pour ça, c'est valable pour Google Ads, mais c'est aussi valable par exemple pour Facebook Ads ou Meta Ads si vous préférez. Et c'est valable aussi pour la stratégie marketing que vous allez mettre en place avec les différents leviers. Pour ça, il faut avoir une stratégie marketing qu'on appelle la stratégie marketing holistique et il faut dézoomer le plus possible pour se dire, ok, c'est quoi le parcours de mes clients, c'est quoi le parcours de mes utilisateurs et comment je traduis ça dans des campagnes avec potentiellement différents niveaux de campagne, différents objectifs de conversion. Vous allez avoir différents KPI à différents endroits. Pour ça, on en revient à la pyramide de conversion dont je parlais tout à l'heure. Donc la pyramide, c'est quelque chose qui est assez simple à comprendre. Normalement, il n'y a que deux axes à avoir en tête. On va avoir d'un côté le reach, donc la portée, le nombre de personnes que vous pouvez adresser via ce type de campagne, et de l'autre côté, on va avoir le retour sur investissement ou le retour sur les dépenses publicitaires, le ROAS pour ceux qui connaissent, et on va retrouver un élément en 3 phases. J'en parlais dans la dernière vidéo avec le fameux tofu, mofu, bofu. Des termes un peu plus concrets, on va avoir par exemple de l'awareness. C'est typiquement si on est en offline, de la publicité sur la télé, de la publicité dans le métro parisien qui est très connu auprès des marques qui veulent vraiment s'afficher. Là, on va chercher de la notoriété. On peut s'adresser à énormément de monde, mais si on reprend l'exemple des matelas, peut-être que les personnes à qui vous allez parler à ce niveau-là viennent de changer de matelas, n'ont aucun problème, elles l'ont changé il y a 2 ans, elles sont loin de vouloir rechanger à nouveau, etc., etc. Vous ratissez très large. Si on prend la deuxième couche, on va avoir la considération. Donc ici, sur la considération, c'est des personnes qui sont peut-être en réflexion ou qui peuvent peut-être être activées. Elles commencent potentiellement à être ce qu'on appelle problem aware. Elles se disent, tiens, pourquoi pas, il y a peut-être quelque chose, etc. Il y a une audience un peu plus large, mais on n'est pas encore sur les vrais intentionnistes. Au fil de l'eau, vous allez avoir un retour sur investissement qui grandit parce que les personnes sont de plus en plus proches de ce que vous voulez leur vendre ou du type de service que vous proposez. Et enfin, on va avoir le dernier type d'objectif, donc des personnes qui sont prêtes à acheter, donc des objectifs de purchase ou d'achat. Et c'est ici, par exemple, qu'on va retrouver les personnes qui recherchent matelas pas cher à acheter sur Internet et à être livré chez soi dans une boîte, etc. Par exemple, très précis comme mot-clé. Et ici, on va retrouver aussi toutes vos audiences de remarketing, donc les personnes qui sont déjà venues chez vous sans acheter et qui sont du coup prêtes à acheter, que ce soit chez vous ou chez un concurrent qui propose des produits similaires. Donc là, il faut évidemment pas se louper. Le problème étant que généralement, on va se concentrer énormément sur ce type de campagne et donc on comprend assez rapidement qu'on ne peut pas dépasser cette barrière-là. Et c'est pour ça qu'il y a des marques qui vont plafonner parce qu'elles n'arrivent pas à remonter la pyramide. Ce qui est normal, ça fait peur parce que on le voit bien, la courbe de ROI, elle change et donc plus on va aller en haut de cette pyramide, plus on va avoir un effort à faire pour avoir des retours sur investissement satisfaisants. L'intérêt là-dessus, c'est de se dire, ok, je vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, je vais pas mettre tous mes œufs en purchase, je vais pas mettre tous mes œufs en awareness non plus, ça sert à rien d'être la marque la plus connue si en fait ce que vous faites c'est la pédagogie du marché. Par exemple, vous faites des très bons articles et tout le monde le sait que vous êtes très fort sur la qualité du sommeil et vous faites des recommandations géniales, mais si personne ne sait que vous vendez quelque chose, ça n'a aucun intérêt. Donc vous n'êtes pas là non plus pour éduquer le marché et nourrir vos concurrents avec ça. Maintenant, généralement, c'est un faux problème parce que comme les marques ont tendance à remonter cette chaîne, elles ont toujours ce socle de campagne hyper rentable qui vont venir faire la voiture balai et qui vont venir récupérer tout ce trafic qui est préparé par les autres campagnes. Donc si on reprend l'exemple, on va garder cet exemple du matelas qui en plus est un achat compliqué, c'est un peu comme quand je vendais des meubles chez Tikamoon, les parcours d'achat sont longs parce que les personnes elles se décident pas en 2 minutes, c'est pas un simple t-shirt où on va mettre la carte bleue parce que ça coûte 10 €, on est sur un parcours d'achat qui peut prendre parfois même jusqu'à plusieurs semaines. Donc comment ça se traduit concrètement? Le lien entre la pyramide que je vous montre ici et les différents réseaux qu'on peut adresser depuis un simple compte Google Ads. Typiquement, on va faire un mix à l'intérieur du mix, donc Google Ads fait partie de votre mix, mais au sein de Google Ads, vous pouvez limite avoir plusieurs lignes de budget vous-même pour vous dire ok, en fait je vais avoir une partie de mes campagnes qui sont pilotées au ROAS cible, donc j'ai un objectif de ROAS sur ces campagnes, ça va toucher ma brique de purchase. Vous pouvez même ajouter une petite ligne ici sur les audiences de retargeting qui sont encore plus petites, et pour ceux qui ont vraiment du volume, vous pouvez même adresser le tip of the iceberg ici et vous pouvez aller adresser complètement différemment les personnes qui sont déjà clientes chez vous et que vous voudriez voir revenir. Ça, c'est à vraiment mettre en parallèle de votre stratégie d'emailing. Pareil, on en a déjà parlé sur la chaîne, je vous mets le lien juste ici si ça vous intéresse. Encore une fois, on peut sortir de Google Ads et réfléchir un peu plus loin que le bout de son nez. Donc au-delà de cet aspect ROAS
quasiment tout le monde gère aujourd'hui. Normalement, si vous gérez bien votre ROS, tout se passe bien. Si vous gérez mal votre ROS, votre business va mal et de toute façon, vous avez d'autres problèmes à gérer. Donc ça, on va dire, c'est un peu les basiques de la gestion de compte sur Google Ads. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est comment on remonte cette pyramide. Donc ici, Google a sorti un outil un peu clé en main qui s'appelle Demand Gen ici, qui n'est pas le meilleur outil de l'univers, en tout cas quand il est géré comme on le voit habituellement. Parce que pareil, les campagnes Demand Gen, vous pouvez les gérer au ROAS, mais c'est pas là où ça va être le plus efficace dans 50% des cas. Il y a 50% des cas où, un peu comme sur Meta, Google arrive à bien comprendre et à bien tâter le terrain sur cette brique de la concide et à vous amener du trafic de qualité pour la partie purchase. Pour d'autres annonceurs, c'est un peu plus compliqué. Donc si on reprend l'exemple des matelas, ici vous allez chercher un objectif de micro-conversion qui laisse entendre que les personnes, elles sont vraiment en intention d'achat et elles méritent d'être reprises dans les campagnes de purchase derrière. Donc ce qui va nous intéresser ici, par exemple, ça va être des éléments un peu plus qualitatifs, par exemple des inscriptions à la newsletter, des mises au panier, etc. Attention, vigilance sur les ajouts panier, c'est moins dramatique que sur Meta quand vous faites ça, mais il y a quand même des éléments à vérifier pour être sûr qu'on ne fait pas de conneries à ce niveau-là, évidemment. Et encore au-dessus de ça, on a sur les campagnes de awareness, on va retrouver typiquement du YouTube et du display qui sont un peu les poubelles de Google en termes de qualité de trafic, mais qui peuvent être très intéressants parce que le trafic est vraiment pas cher. Vous pouvez avoir des CPC qui sont vraiment risibles sur le display. Par contre, comme on le disait tout à l'heure, il faut faire très attention. Il faut exclure les emplacements des apps mobiles, il faut exclure des sites un peu douteux, des sites pas très qualitatifs. Et quand je dis un peu douteux, ça peut être aussi des sites qui ont pignon sur rue, mais qui ont peut-être des idées qui sont pas en accord avec votre marque, des sites qui ont des idéologies avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, et pour ça convient de les exclure, et ça demande un travail assez conséquent au démarrage. Et pareil, le display, quelqu'un qui est là, qui se posait même pas la question de la qualité de son sommeil, est-ce qu'il va vous acheter un matelas dans les 24 heures? Probablement que non. Donc en fait, c'est pareil, le but ici, ça va être d'aller chercher des micro-conversions et de chercher une espèce d'intention chez les personnes qui vont voir vos publicités ou arriver sur votre site web. Typiquement, quelqu'un qui arrive et qui repart, bon, ça génère du taux de rebond. C'est pas pour rien qu'on dit que le taux de rebond, il faut le surveiller et il faut essayer de le minimiser. Forcément, c'est qu'il y a un petit souci. Donc soit la personne, elle n'est pas du tout réceptive à votre offre, soit elle n'est pas du tout dans une intention d'achat en ce moment et ni d'Ève ni d'Adam, elle a cliqué sans faire exprès, etc. Et donc, encore une fois, on va chercher les bons leviers et les bons KPI à surveiller ici, donc les indicateurs clés de performance, KPI. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout la qualité de trafic. Ici, on va chercher à avoir de l'intention sur la brique considération et sur le purchase, évidemment, on s'intéresse à l'achat comme on l'a déjà dit. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de construire cette brique-là et de mettre les budgets en face parce qu'il faut que ce soit équilibré, forcément. Le but, c'est pas de faire all-in sur une des catégories, c'est pas parce que vous mettez tout en awareness sur du trafic pas cher que vous allez récupérer la conversion, ce qu'on disait tout à l'heure. Et si vous restez limité sur le purchase, vous allez limiter forcément le volume de personnes que vous pouvez adresser. Et donc, comment on décide les budgets à mettre dans une des cases? En fait, c'est pas seulement lié à Google Ads, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez aussi confronter avec du méta, parce que par exemple, dans une stratégie cross-canal, vous pouvez vous dire, oui, mais en fait, le display et YouTube, ça marche pas sur ma verticale, j'ai testé, j'avais les bonnes micro-conversions, etc., j'ai bien essayé. Meta est moins cher, ok, très bien. En fait, si votre awareness est faite via Meta et votre purchase est fait via Google, je caricature, c'est jamais blanc ou noir, c'est jamais 100% d'un côté ou de l'autre, mais si Meta est meilleur en awareness, mettez plus de budget sur Meta. Si Google est meilleur en purchase, mettez plus de budget sur Google. Et donc là, on sort d'une logique purement levier, donc on parle pas de Google Ads ou de Facebook Ads ou de Pinterest Ads, etc. On parle vraiment de typologie de campagne derrière. Maintenant, on va quand même adresser un des principaux problèmes quand on a ce mix marketing qu'on retrouve chez énormément de marques qui ont dépassé cette barre des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, parce que forcément, elles ont touché à un moment les plafonds de leur marché, elles ont eu besoin d'aller chercher d'autres relais de croissance. C'est assez classique chez ces marques-là. Maintenant, la question, c'est comment on gère les budgets au quotidien. Et je voudrais adresser un des problèmes qu'on voit parfois, parce que quand ça tourne en run, quand on a ce type de campagne de awareness, de considération et de purchase en fil rouge, un des premiers réflexes quand il y a une contraction de marché, donc quand il y a moins de demandes, si on veut couper des budgets, généralement on va les couper en haut de la file. Pourquoi? Parce qu'on se dit c'est pas grave de se priver du reach, parce qu'on va aller chercher plus de retour sur investissement. C'est logique, c'est normal. Maintenant la question, pareil, c'est d'être dans la mesure, parce que ce qu'on voit parfois ici, c'est une espèce de on-off, et les personnes vont couper toute cette brique de haut de funnel, et le problème de ça, c'est que la brique haut de funnel, on ne le sent pas passer tout de suite quand on l'arrête. Et donc le risque de ça, c'est qu'on ne va pas le voir tout de suite, on va le sentir passer potentiellement 4 semaines après, 8 semaines après, parfois même 6 mois après, parce qu'on n'a pas préparé le terrain pour demain. Donc le problème, c'est vraiment d'avoir une stratégie d'ensemble et de s'y tenir. Et il faut vraiment bien anticiper les actions qu'on va mener. Forcément, au plus on gère du budget, au plus on a de chiffre d'affaires, au plus les risques sont importants, c'est normal. Et donc c'est pour ça qu'on fait très attention aux actions qu'on va prendre. Et il faut faire très attention aux décisions
rapide et inefficace qu'on peut parfois prendre sous le coup de l'émotion quand on voit que le retour sur investissement il baisse, quand on voit que le démarrage de Black Friday n'est pas comme prévu, etc. et qu'en fait c'est parce qu'on n'avait pas préparé le terrain en awareness par exemple au mois d'octobre, donc en fait on s'est retrouvé fort dépourvu quand Black Friday fut venu. Donc ça demande vraiment d'avoir une stratégie globale et c'est pour ça qu'avec mon agence Make Sense for Digital, à chaque fois je prône une stratégie de marketing holistique. Pourquoi? Parce que tout est interconnecté. Si vous avez un problème en SEA, vous allez peut-être le ressentir en email marketing 3 mois après parce que votre base elle aura grandi beaucoup moins vite qu'en temps normal et donc vous allez le sentir passer à ce moment-là parce qu'en fait l'email marketing c'est ce qui finançait un retour sur investissement plus faible en général par rapport à vos concurrents et ça va vous bloquer sur la suite pour aller chercher plus de volume à ce moment-là. Donc le problème c'est que vous allez repartir en arrière, vous perdez pas forcément du temps, même si on en perd toujours un peu et de la charge mentale, mais ce que vous perdez c'est du délai. Ça veut dire quoi perdre du délai? Ça veut dire que vous perdez des mois pendant lesquels il faut que la machine se reconstruise, il faut retrouver un équilibre et donc quand on dit que tout est interconnecté c'est normal parce qu'en fait une action qui est faite en acquisition payante aura des impacts sur le CRO, aura des impacts sur le CRM et inversement. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de dézoomer et de se dire ok c'est quoi la place de Google Ads dans tout cet écosystème marketing. Et à un moment il faut se dire il y a autre chose que Search et Performance Max dans l'univers de Google parce que la réalité de ce qu'on voit quand on audite des comptes Google Ads à l'agence c'est que la plupart des comptes n'ont même plus de campagne Search aujourd'hui. On a des comptes qui sont en full Pmax, parfois même jusqu'à 6-7 Pmax. Là on vient de récupérer un compte qui avait 8 Pmax à l'intérieur et c'est dramatique parce que Performance Max aujourd'hui il est surtout là pour aller rechercher des intentionnistes et si vous regardez la part de retargeting que va chercher Performance Max, ça vous fera tout de suite réaliser qu'il y a un problème dans la matrice parce que les parts de remarketing qu'on voit dans les campagnes Performance Max sont énormes et donc vous allez toucher de plus en plus vite ces plafonds parce que Pmax est limité par sa nature à aller chercher des personnes qui sont proches de la conversion. Donc vous l'avez vu, le fait de voir Google comme un simple moteur de recherche et en tout cas quand on fait de la publicité sur Google Ads, se dire que Google n'est qu'un moteur de recherche c'est une erreur, ça peut coûter cher, pas forcément en budget mais en opportunité manquée et il n'empêche qu'on voit souvent beaucoup d'erreurs dans les comptes Google Ads qui sont gérés aujourd'hui que ce soit par des internes ou par des agences et on peut généralement classer ces erreurs dans deux catégories. D'une part celles qui font perdre du budget immédiatement parce que c'est un mauvais paramétrage, par exemple les recommandations auto-appliquées c'est une erreur assez courante et d'un autre côté les erreurs qui créent ce qu'on appelle du coût d'opportunité, c'est-à-dire qu'on s'assoit sur des mines d'or, on s'assoit sur des pépites qu'on pourrait aller activer. On en a parlé rapidement aujourd'hui mais si ça vous intéresse d'aller voir les 13 erreurs qu'on relève le plus souvent avec les consultants Make Sense for Digital, il y a une vidéo qui s'affiche tout de suite, on se retrouve de l'autre côté et je vous montre comment ne pas faire ces 13 erreurs qui sont les plus relevées dans les audits qu'on a pu faire l'année dernière. La vidéo elle s'affiche tout de suite, on se retrouve de l'autre côté.